Voilà, merci, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous avec votre émission Politis de ce lundi 8 décembre. Ce soir, je reçois le président du mouvement pour le changement démocratique, M. Moussa Fall. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Chers téléspectateurs, je vous présente brièvement mon invité. Né en 1946 à Boutilimite, Moussa Fall est titulaire d'un DSS en gestion d'entreprise. Il fait partie de cette jeunesse militante de la fin des années 60 et du début des années 70. Il fut président de la Banque de l'Habitat, directeur de la BCM, directeur général de la SMCPP, produits pétroliers, ne pas confondre à la SMCP, des pêches, la SOMI, la raffinerie, de la Sonimex, avant de revenir conseiller du gouverneur de la BCM en 1989. Directeur général de l'Agence nationale d'appui et d'insertion des réfugiés et secrétaire exécutif du FNDI sortant. Monsieur le Président, rebonsoir. Monsieur le Président, une première question. Quelle analyse faites-vous de la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays? Merci bien de m'avoir invité à cette émission, qui est une émission phare, suivie par un grand nombre de téléspectateurs. Et donc, je suis très honoré d'être ici devant vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. En ce qui concerne la situation politique du pays, je considère que le pays vit une crise politique, et même au-delà d'une crise politique, c'est une crise de système. Vous savez, la Mauritanie a... L'histoire politique des pays peut être résumée en étapes politiques. On va d'une étape politique avec ses caractéristiques qui sont propres, avec donc ces données politiques qui sont propres, et on entre dans une étape politique différente pour naturellement en sortir après vers une autre étape. Pour prendre l'exemple de la Mauritanie, vous savez que la Mauritanie a connu son indépendance en 1960. Elle a connu le régime du parti unique jusqu'en 1978. Et puis après, il y a eu le régime militaire de 1978 à 1992. Et de 1992 à nos jours, en dehors de la période courte de la transition et du régime civil démocratique, nous sommes dans une phase de régime autocratique. Or, les régimes autocratiques, comme vous le savez maintenant, ils sont passés de mode. Ils sont passés de mode aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique occidentale et dans l'Afrique d'une manière générale. Nous avons, avec le printemps arabe, connu des évolutions politiques majeures, dont la plus exemplaire est celle qui vient de se passer en Tunisie. Et nous avons, en Afrique de l'Ouest, des changements qui ont donné naissance à des régimes civils démocratiques. Et les derniers changements qui se sont passés au Burkina Faso montre que c'est ça le sens de l'histoire. Et la Mauritanie est encore dans cette phase. Elle est dans un système anachronique qui demande à être, disons, surpassé, à être dépassé. Et c'est ce qui explique le fondement de la crise politique dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, nous sommes dans une période de passage d'une étape à une autre. Et naturellement, c'est une période de gestation qui est généralement assez difficile. C'est cette période de Aziz, vous voulez dire? C'est la période d'Aziz. Aziz est venu par un coup d'État.
Il a été élu parce que il maîtrise tous les leviers du pouvoir et il les utilise dans les élections qui se sont déroulées. Et naturellement, nous sommes dans un régime autocratique. Ce n'est pas un régime démocratique et ce n'est pas un régime civil et démocratique. Mais voilà, Monsieur le Président, comment vous dites nous sommes sous un régime autocratique? Expliquez-vous exactement. Un régime autocratique, c'est un régime qui est entre les mains d'une seule personne. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de décentralisation. Tout est entre les mains d'une seule personne et elle en fait ce qu'elle veut. Un régime autocratique est par exemple un régime qui peut prendre une partie du terrain du stade pour le donner à des gens sans aucun critère. Le parti autocratique est un parti qui peut signer un contrat de réalisation d'un aéroport de dimension internationale sans passer par les procédures habituelles de l'État. Parce que l'État doit être géré selon des critères, selon des règles, et il y a des interdits que ne peuvent se permettre que des régimes autocratiques. Un régime autocratique, c'est le régime, par exemple, qui a donné une partie du terrain de l'école de police pour construire des boutiques. Oui, mais ces terrains sont vendus aux contribuables. Mais les terrains, on ne sait pas s'ils sont vendus ou s'ils ne sont pas. Il y a une opacité totale et de toutes les façons, le domaine public qui ne peut pas être cédé n'importe comment. Voilà. Vous continuez à vous opposer à M. Aziz, malgré, depuis sa première élection, alors qu'il a démissionné du pouvoir. On continue, on ne s'oppose pas au régime, à M. Aziz, on s'oppose au système autocratique et au régime autocratique qui est incarné dans la situation actuelle par Aziz, par le président Aziz. Aziz est venu par un coup d'État, on l'a combattu dans le cadre de ce qu'on appelait le FNDD. On a continué à le combattre après son élection et jusqu'à présent on continue à le combattre pour justement faire en sorte que le pays s'engage définitivement dans une voie nouvelle, démocratique, où les citoyens participent à la gestion des affaires du pays, où il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de prête-bande qui sont donnés à des gens, où il n'y a pas de favoritisme, où les choses sont gérées de façon transparente et selon des normes et des règles modernes que connaissent un ensemble de pays maintenant. On vous entend toujours dire nous ne reconnaissons pas le pouvoir Aziz. Pourquoi vous ne le reconnaissez pas? On ne le reconnaît pas parce que pour le reconnaître, il faut qu'il y ait des élections inclusives, transparentes, acceptées par tous et auxquelles ont participé ou vont participer ou doivent participer tout le monde. Et cela demande un certain nombre d'exigences. Cela demande en premier lieu un état de droit qui ne s'implique pas dans la politique. Cela demande qu'il n'y ait pas un parti-État. Cela demande qu'il n'y ait pas un parti-État qui est présidé par une personne qui a un salaire de ministre. Cela demande qu'il n'y ait pas un parti-État qui engage toute son administration dans le jeu électoral. Cela demande qu'il n'y ait pas un parti-État qui utilise les moyens de l'État au profit d'un candidat ou d'un parti. Si ces conditions sont réunies, tout le monde doit participer et tout le monde aussi doit accepter les résultats des élections et doit les défendre, quels que soient d'ailleurs ces résultats. Oui, mais vous n'avez jamais reconnu les résultats, même les premières élections où Aziz a gagné haut les mains, vous n'avez pas reconnu. On ne les a pas reconnus, c'est à nuancer. C'est à nuancer. Mais ces premières élections ont été jugées. Donc vous avez participé aussi. Hein? Donc vous avez participé, c'est-à-dire en composition. Nous avons participé à ces élections. Il y a certains qui les ont reconnus, il y a d'autres qui ne les ont pas reconnus dans l'opposition. Mais globalement, elles étaient entachées d'irrégularité dans la mesure où l'appareil de l'État a été utilisé au profit du candidat Aziz, ce qui ne doit pas être. Et dans la mesure
où, dans la préparation de ces élections, il y a eu des entraves au bon déroulement du processus de préparation de ces élections. Un coup d'État qui a été fait par le Premier ministre, qui a convoqué le corps électoral alors qu'il ne devait pas le convoquer, etc. Donc il y a eu un ensemble d'irrégularités qui font qu'on n'a pas reconnu ces résultats. Mais avez-vous des preuves à l'époque que ces élections ont été passées dans... Elles ont été discutées à l'époque, ces preuves, elles ont été données à l'époque. Non, il n'y a eu que CB que vous avez dit que ça saute. CB que ça saute, de toutes les façons. À l'époque, le fond c'est ça. Le fond, c'est est-ce que les compétiteurs dans une élection partent à armes égales ou non? À partir du moment où certains ont des moyens de l'État que n'ont pas d'autres, le jeu est faussé. Et donc, les résultats ne sont pas reconnaissables. Très bien. Passons à autre chose, Monsieur le Président. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre parti ADL à l'époque? En 2011, c'est ça? Alors, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a quitté ce parti parce que c'était un bon parti. C'était un parti de grandes personnalités qui sont présentes qui avaient un maillage, qui présentaient un maillage sur toute l'étendue du territoire, qui avait aussi un poids politique relativement important de là où elle venait, et qui avait, chose rare, des convictions. Alors, des personnalités qui ont des convictions et qui acceptent de s'engager dans l'opposition, c'était, je crois, la première fois que cela arrivait, en tout cas à une échelle aussi importante en Mauritanie. Et donc, on était très attachés à ce parti. Et alors, ce parti à un moment donné, il s'est posé à lui la question de négocier avec le pouvoir. Et il a discuté avec le pouvoir, il a négocié avec le pouvoir. Et il y a eu un accord. Et donc, on a accompagné tout cet accord et toutes ces discussions. Et on est allé jusqu'à la frontière que nous ne pouvons pas franchir. Je dirais même, je crois qu'on a mis un pas de l'autre côté de cette frontière, mais on n'a pas pu aller plus loin. On a reculé parce qu'en fait, l'accord qui a été négocié avec le pouvoir, finalement n'a pas été respecté, n'a pas été appliqué. Certains ont voulu aller plus loin pour donner encore la chance à cet accord d'être appliqué. Nous, à partir du moment où il n'a pas été appliqué immédiatement, on a jugé qu'il ne fallait pas aller plus loin. On est resté là où on est resté. Donc vous êtes parti créer le mouvement bon, le mouvement l'a créé beaucoup plus tard. Non, le mouvement l'a créé beaucoup plus tard. Parce que quand on est parti de l'accord, d'abord on a gelé notre participation à ADL dans un premier temps. Et puis on a attendu de voir quelle allait, où nos amis, jusqu'à quelle limite nos amis iraient. Et on a attendu un moment, puis après, quand on a vu que bon, ça s'éloignait de plus en plus, on a décidé de rejoindre. On a décidé de rejoindre la Côte. Et la Côte, c'est une coalition de partis. Et donc, pour pouvoir rejoindre la Côte, on s'est transformé en mouvement. Ce qu'on appelle le MCD, ce n'est pas un parti, mais c'est un mouvement que nous avons créé pour pouvoir intégrer la Côte. Il y a le téléphone qui sonne. Le téléphone, c'est vibré, oui, je ne sais pas pourquoi. Il doit être éteint complètement. Bien. Monsieur le Président, parlez-nous de votre mouvement pour le changement démocratique. Et qu'attendez-vous pour intégrer un parti ou en créer un propre à votre mouvement? Alors, le mouvement c'est donc un groupe qui a été créé pour pouvoir
intégrer la COD. Les partis de la COD existent. Nous n'avons pas voulu intégrer l'an 2. Et nous n'avons pas aussi voulu créer un parti. Parce qu'un parti, il est créé pourquoi? Un parti est créé essentiellement pour faire des élections, les gagner au niveau national. Des élections présidentielles, des élections législatives, des élections municipales au niveau national. Bon, il a naturellement d'autres missions, mais en tout cas, principalement, c'est ça sa mission fondamentale. Et nous considérons que l'état actuel des choses ne permet pas à un parti, et de surcroît un parti d'opposition, de réaliser ses ambitions. Parce que les jeux ne sont pas libres, comme je l'ai expliqué. On ne peut pas démocratiquement, aujourd'hui, gagner une élection contre le parti du pouvoir et contre le pouvoir. Donc les conditions fondamentales ne sont pas encore créées pour qu'il y ait, disons, un terreau favorable à l'éclosion de grandes formations politiques. Créer des partis d'opposition pour mener une bataille pour la transformation démocratique, mais accessoirement, on peut participer de temps à autre à des élections, mais pour avoir des miettes. Mais en tout cas, on ne peut pas franchir la barrière de la victoire électorale nationale tant que les conditions n'ont pas changé. Et nous, notre objectif principal dans la situation actuelle est justement d'agir dans le cadre du forum actuel, en coalition et en collaboration avec les autres partis de l'opposition, pour parvenir à une rupture avec le système autocratique et pour basculer vers un système démocratique réel. C'est-à-dire que vous resterez en mouvement? Pour le moment, probablement que nous resterons en mouvement, mais il y a une initiative qui n'est pas de nous, mais qui a été engagée par des amis à nous, d'autres partis qui sont dans le forum, qui veulent agréger un ensemble de partis. Cette initiative, nous en sommes membres, nous l'accompagnons, et si elle donne un résultat, ce résultat nous concernera. J'ai une question. Nous concernera. Oui. En vous écoutant, Monsieur le Président, je me rappelle un peu de votre compagnon de route, Baba Ahmed Dioura. Que vous inspire ce tandem? Vous savez, nous sommes des amis depuis, je crois... Ahmed Dioura, Moussa Fall... Nous sommes des amis depuis, je crois, 59. 59. Vous n'étiez peut-être pas encore né. Pas du tout. C'est ça. Et voilà, c'est une amitié qui dure et c'est louable. On dit que vous faisiez et défaisiez des appareils politiques et fantasmez même adulateurs et détracteurs et même redoutés par des politiciens les plus aguerris. Que vous inspirent ces commentaires ou ces qualificatifs qui sont collés sur Moussa Fall et Baba Ahmed Dioura? On dit beaucoup de choses, oui. Mais vous me voyez devant vous, je suis un homme ordinaire, tout à fait ordinaire. Nous sommes des gens tout à fait ordinaires. Si on pouvait déplacer les montagnes, on aurait déplacé le régime actuel. Donc, je crois que c'est de l'exagération tout ça. Ah bon? Et je crois. Donc, on dit que les politiciens vous craignez. Il faut demander aux politiciens. Voilà, je le ferai un jour. Bon, en tant qu'étant membre fondateur de l'IFD, que vous avez quitté après les élections municipales de 1994, pouvez-vous nous dire les causes de votre départ de cette formation pour le PRDS? Oui, à l'époque, c'est une époque très lointaine maintenant. À l'époque, nous, on était
on était dans le système, dans le régime de Maouya d'Ahmed Taïeb, jusqu'en 89. À partir de 89, il y a eu des divergences. Et donc, c'est un peu éloigné de cela. Et il y a eu la démocratie en 92, et effectivement, nous sommes entrés dans l'IFD, et par la suite dans l'IFD Nouvelle. Puis par la suite, à partir de 94, le pouvoir de Maouya a commencé à rectifier une partie de ce qu'on lui reprochait. Et nous avons discuté avec le président Ahmed Dada pour lui dire qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans le pays. Il y a eu des négociations importantes avec les institutions financières internationales qui s'étaient traduites par un accord avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire. Il y a eu le rétablissement des relations diplomatiques avec le Sénégal. Il y a eu le rétablissement des relations d'amitié avec un ensemble de pays de la communauté internationale, relations qui avaient été perturbées par la guerre du Golfe et les prises de position du régime à l'époque par rapport à cette guerre du Golfe. Quand ces changements-là ont été opérés, on avait discuté avec le président Ahmed Dada et donc on a jugé qu'il n'y avait plus motif à s'opposer au président Maouya Ahmed Taïeb. On a effectivement quitté l'IFD pour rejoindre le PRDS. On dit même que vous êtes, vous et Beba exactement, que vous êtes derrière le retour d'Ahmed Dada et son intégration au sein de la famille politique opposante à Maouya Ahmed Taïeb à l'époque. C'est vrai? Le président Ahmed Dada a décidé. Vous savez, le président Ahmed Dada était gouverneur de la Banque centrale, ministre des Finances, et à l'époque, il était fonctionnaire de la Banque mondiale en République centrafricaine, je crois. Et il a décidé, on ne l'a jamais vu avant. Jusqu'à son arrivée ici, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais discuté avec lui. Il est venu ici, je crois qu'il s'est informé sur la situation du pays et il a décidé de se présenter aux élections et on l'a soutenu. En tant qu'indépendant à l'époque? En tant qu'indépendant à l'époque. Donc, Monsieur le Président, on dit que vous avez encouragé la candidature de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Avez-vous été contacté à cette époque par les militaires? Je n'ai jamais été contacté par les militaires avant la candidature de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. J'ai eu des discussions avec le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi avant sa candidature. Et après, je ne me souviens plus très bien des moments. Mais en tout cas, durant cette période de transition, c'est sur l'initiative d'un ami, pas sur mon initiative, ni sur celle des militaires, sur l'initiative d'un ami que j'ai eu, je crois, 2 ou 3 discussions en présence de cet ami-là avec Mohamed Abdelaziz. Pour la candidature de Sidi? Pour, disons, la transition, la candidature de Sidi, autre chose. Très bien. Et après l'élection du candidat Ould Cheikh Abdallahi, vous étiez pressenti comme secrétaire général de la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais été pressenti comme secrétaire général de la présidence. Jamais. Quand vous étiez son monsieur politique à l'époque, vous croyez que... Non, je n'étais pas son monsieur politique. On avait des relations, on discutait. Et la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, après son élection, il m'a dit qu'il n'avait pas prévu de me mettre dans son gouvernement. Très bien. On vous a nommé à l'Agence nationale d'appui et d'insertion des réfugiés. Oui. Oui. Cette agence qui était chargée de l'épineux dossier du retour des réfugiés au Sénégal, au Mali. Quelle était votre stratégie à l'époque? Est-ce que le retour de nos compatriotes
s'est bien déroulé, sincèrement? Vous savez, c'est une affaire très compliquée. On dit généralement que quand des populations sont déplacées, il faut une dizaine d'années pour qu'ils s'adaptent à leur nouveau milieu. Nous, à l'époque, on avait une stratégie qui s'articulait sur deux axes. Le premier axe était un axe d'accueil et d'assistance immédiate aux personnes qui revenaient de l'extérieur. Il fallait nécessairement leur donner les moyens de subsistance. Il fallait subvenir à leurs besoins les plus urgents dans l'immédiat. Et c'était un programme, disons, d'assistance, d'accueil et d'assistance au retour. Mais on avait un second programme qui était beaucoup plus ambitieux, qu'on avait chiffré à 90 millions de dollars, et pour lequel on avait organisé une table ronde qui a suscité un intérêt certain. Et d'ailleurs, la représentante résidente du PNUD à l'époque était très enthousiaste et elle voulait ouvrir un compte pour loger les différentes contributions qui venaient pour ce fonds de 90 millions. Et ces 90 millions étaient destinés à réaliser des programmes d'insertion durable, des programmes de développement pour ces populations, mais pas seulement pour ces populations, pour l'ensemble des populations qui vivent à côté d'elles. Parce que quand on fait des programmes spécifiques à une partie de la population, ça crée des rivalités, ça crée des envies, et donc c'est source de conflits. On avait justement programmé des plans de développement durable qui, en faveur des populations qui viennent d'arriver et des populations qui étaient là et qui cohabitent à côté d'elles. C'est à ces conditions qu'on pensait pouvoir naturellement réaliser une insertion durable de ces populations et de leur trouver aussi le moyen de vivre de façon acceptable dans leur pays. Dans ce programme, il y avait naturellement des projets d'habitat, des projets de scolarisation, des projets de santé, des projets d'eau potable, des projets agricoles, en ensemble, donc, un package de projets qui devaient être réalisés. Et finalement, avec le coup d'État, naturellement, tous les financements ont été suspendus. Et moi-même, j'ai démissionné immédiatement quand il y a eu ce coup d'État. Oui, et après, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que le retour, ça s'est bien déroulé? Ah, après, je suis ça comme vous le suivez dans la presse. Oui, et quelle est votre opinion? Je ne suis jamais revenu devant. Jamais. Voilà. Le FNDI, dont vous étiez le secrétaire exécutif, pouvez-vous nous faire un briefing du bilan du FNDI au cours de votre mandat expiré? Bon, alors, le FNDI, c'est un grand projet. En fait, le FNDI, il est venu... L'opposition mauritanienne a créé, je crois, 3 fronts depuis qu'elle a existé en 92. Après donc la démocratisation de 91-92. Il y a eu le FDIC. Le FDIC, c'était un assemblage de groupuscules qui étaient clandestins ou semi-clandestins et qui se sont donc coalisés et ils ont créé l'IFD, qui est devenu un très grand parti qui a... L'Union des forces démocratiques. L'Union des forces démocratiques, par la suite l'IFD renouvelle. C'est la mère d'un ensemble de partis existants. L'APP, l'IFP, nous, beaucoup de ces grands partis sont issus de l'IFD. Puis, après le coup d'État, justement d'Aziz, il y a eu le FNDD. Le FNDD, oui. Le Front National de Défense de la Démocratie. Alors, le FNDD est un front
qui s'est créé essentiellement entre des partis politiques et pour défendre la démocratie et pour faire échec au coup d'État. Et il a mobilisé essentiellement les partis politiques. Essentiellement les partis politiques. Et il a mené une bataille qui a abouti à l'accord de Dakar. Et après, donc il y a eu des FNDU. Les FNDU, c'est une forme supérieure. Autant les FNDD étaient essentiellement des partis politiques et pour la démocratie, autant le FNDU est un assemblage plus varié, plus composite. Il y a les partis politiques, 17 partis politiques, il y a des centrales syndicales, il y a la société civile et il y a des personnalités indépendantes. C'est la plus grande coalition jamais réalisée en Mauritanie. Et c'est une chance d'ailleurs pour la Mauritanie parce que si on arrive à coaliser tout ce monde et à faire en sorte que l'action de tout ce monde soit une action contrôlée et bien orientée, ça peut éviter à la Mauritanie beaucoup de soubresauts et de dérapages qu'on connaît dans d'autres pays. Alors, le FNDI est fondé sur la base de deux éléments essentiels. Le premier, c'est la lutte pour la démocratisation de la Mauritanie, la rupture avec l'autocratie dont j'ai parlé, et une démocratisation véritable de la Mauritanie. Et l'autre, c'est naturellement les préoccupations de ces composantes que sont la société civile pour les problèmes de société, problèmes de l'unité nationale, problèmes de la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, problèmes posés par les syndicats, problèmes des travailleurs, problèmes du chômage, problèmes de la cherté de la vie, problèmes de la pauvreté, problèmes sociaux, problèmes revendicatifs divers, les personnalités indépendantes qui sont plus ou moins proches un peu de tout ce monde-là, qui incarne des valeurs nationales qu'on a tendance de plus en plus à oublier. Très bien. Très bien, Monsieur le Président. Le FNDU vient de se restructurer et s'est doté d'un plan d'action. Quelles seront les prochaines étapes de ce rassemblement? Alors, le FNDU, son objectif est cela. On fait en sorte que la Mauritanie entre dans un système démocratique véritable, mais qu'elle y entre aussi en apportant des solutions à ce qu'on appelle le vivre ensemble dans une atmosphère de fraternité, d'égalité et de justice. Et cela, le FNDU, je disais que c'était une chance pour la Mauritanie, elle veut le faire par des voies démocratiques et pacifiques, en évitant tout dérapage à ce pays. Les voies démocratiques et pacifiques, c'est quoi? C'est la pression sur le pouvoir. Le pouvoir ne fera jamais quelque chose de lui-même. Il faut qu'il y ait une pression. Et cette pression doit donner lieu, doit se traduire ou doit aboutir à un dialogue entre le pouvoir et l'opposition afin de parvenir donc à dégager les voies d'une solution politique convenable à tous de la crise que connaît le pays. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un ensemble d'activités qui sont prévues dans ce plan d'action. Il y a des activités des partis politiques, des centrales syndicales, de la société civile, qui vont se traduire par, disons, des missions à l'intérieur du pays, par des conférences, débats sur les grands problèmes de société, sur les grands problèmes des citoyens, sur la gestion de l'État, la gouvernance du pays, et qui va se traduire certainement aussi par des actions de rue
naturellement pacifique, mais aussi déterminé. Voilà. Donc, vous n'allez plus vous limiter à Nouakchott, vous seriez dans l'intérieur du pays. On va aller dans l'intérieur du pays, c'est ce qui est prévu. Tout en n'abandonnant pas Nouakchott naturellement. Bien sûr. Donc, quel crédit peut-on donner aux rumeurs persistantes qui circulent depuis la fin du processus électoral? Des rumeurs qui font état de la possibilité d'une reprise d'un dialogue politique, d'une dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation d'élections municipales et législatives anticipées. Il faut commencer par le dialogue politique. Et il faut commencer aussi par un dialogue sincère, engagé dans l'intention de trouver des solutions sérieuses. Et ce dialogue politique n'a pas encore commencé. Tant que le dialogue politique ne commence pas, l'organisation des élections est inutile. Elle ne sert absolument à rien. Il faut faire le dialogue, il faut s'entendre sur quelque chose. Et une fois qu'il y a une entente, qu'il y a un accord, alors on peut envisager des élections. Et vous êtes prêt pour un dialogue? Nous sommes toujours prêts pour un dialogue. Mais il faut qu'il soit sincère. Oui. Ce qui est une autre question. On ne peut savoir qu'il est sincère sans s'asseoir autour d'une table. Autour de la table, on s'est déjà assis plusieurs fois autour de la table, ça a été médiatisé, puis c'est un flop. Avant de s'asseoir sur la table, il faut que nous ayons l'assurance qu'on veut s'acheminer vers un dialogue sérieux. Oui, récemment, le nouveau président de l'IPR avait déclaré que son parti était disposé à engager un dialogue avec tous les acteurs politiques, sans exclusive. Pourquoi n'avez-vous pas saisi la balle au bon? Ici, il n'y a qu'un seul chef. Comme je l'ai dit, ce type de système de régime est dirigé par une personne. Oui, mais ça, c'est le parti. Le parti du pouvoir, le parti de l'État, nous, on ne lui accorde aucun crédit. Parce que nous pensons que c'est l'un des obstacles à l'acheminement du pays vers une démocratie. Il faut que le parti de l'État, un parti qui vit par le soutien de l'État, qui gagne par le soutien de l'État, il faut que ça n'existe plus dans ce pays. Ah bon. Donc, quelles sont les conditions du FNDI pour une reprise du dialogue? Le jour où le dialogue, s'ouvrira, vous m'invitez et on discutera des conditions. Pour le moment, c'est prématuré. Vous avez certes des conditions à poser à... On verra bien. Pour un dialogue. On verra bien. Pour le moment, on n'est pas très pressé de définir les conditions parce qu'on ne voit pas encore venir le dialogue. Le jour où on le verra venir, nous ferons une plateforme que nous vous transmettrons et que nous développerons devant vous. Oui, le président Aziz a reçu aujourd'hui le président de l'institution démocratique, de l'opposition démocratique. Quel commentaire faites-vous? Enfin, le bureau d'ailleurs, tous les bureaux d'ailleurs. Non, je ne fais pas de commentaire. Bon, le président de l'opposition, de l'institution de l'opposition a été désigné selon les textes et il doit avoir, je crois, le président une fois tous les 3 mois, je crois. C'est dans l'ordre des choses. Très bien. Mais en sortant, il a précisé que la réunion était sincère, franche. Oui, ça concerne l'institution de l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'institution de l'opposition. L'institution de l'opposition... Mais lui, il représente l'opposition. Non, il ne représente pas l'opposition, il représente l'institution. Il est président de l'institution de l'opposition et il représente les partis qui sont dans l'institution de l'opposition. Ces partis-là, ils sont connus. Je crois qu'il y a 3 partis. Nous autres, on n'en fait pas partie. Donc vous n'êtes pas intéressé par le... On suit ça naturellement, on suit ça, mais on n'est pas particulièrement concerné par ça. Très bien. Les Flammes ont revendiqué lors de leur congrès de Nouakchott l'autonomie pour les provinces du sud du pays. Quel commentaire vous inspire cette revendication? C'est une revendication qui est faite par les Flammes. Ils ont tout à fait le droit de revendiquer ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que
tout cela, tous ces problèmes-là, ils doivent être discutés dans un cadre national ouvert et dépassionné. Il ne faut pas que chacun dise, moi, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Et il faut qu'on me le donne. Chacun doit dire ce que je veux, c'est ça, si cela est possible et si cela est accepté par tout le monde. Le jour où il y a un dialogue national sur l'ensemble de ces questions, le jour où ce dialogue est fait dans un esprit constructif, le jour où ce dialogue n'est pas dépassionné, le jour où on veut trouver des solutions objectives qui conviennent à tout le monde, ce jour-là sera un grand jour pour la Mauritanie et je pense qu'il en sortira des solutions qui sont profitables à toutes les communautés de ce pays. Mais il faut que les gens se parlent. Il faut que le FLAM, il faut que toutes les autres formations, toutes les autres organisations, et naturellement, ceux qui ne le sont pas, les FNDI, le pouvoir et tout le monde, ce monde-là, trouvent le moyen de dialoguer sur ces grandes questions, aussi bien sur la question de l'unité nationale, sur la question de l'autonomie, sur toutes ces questions, question du pacifique humanitaire, et que, en patriote, en nationaliste, en personnes, en citoyens qui sont attachés à l'unité de leur pays et à sa cohésion, qu'ils trouvent des solutions qui conviennent. Ces solutions peuvent être trouvées et elles existent, mais il faut les chercher. Et il faut faire l'effort de les chercher. Quelle explication faites-vous de la montée en puissance des discours xénophobes et sectaires à laquelle nous assistons depuis un certain temps dans notre pays? En réalité, ces discours, ils existent, ils se radicalisent par certains endroits. Ils se nuancent par d'autres endroits. Mais ils existent parce que ces questions-là ne trouvent pas de solution. Il n'y a pas une volonté nationale de trouver des solutions à ces questions. Nous, au niveau du forum, on a organisé des discussions dans des ateliers sur ces questions, sur la question de l'unité nationale, sur la question de l'esclavage. Ça a été extrêmement houleux, ça a été extrêmement dur par moments, ça a été extrêmement sincère et blessant par moments, mais il en est sorti des textes qui ont été applaudis par tout le monde. Si cela fait au niveau national, et si les moyens sont mis pour justement trouver des solutions à ces questions, parce qu'il faut y mettre les moyens que l'opposition n'a pas, je crois que ces solutions peuvent être trouvées. Et quelles sont les solutions que vous préconisez? J'attends qu'il y ait ce débat. Parce que les solutions que moi je préconise peuvent être rejetées par d'autres. Au sein de, par exemple, les solutions... On discute des solutions raisonnables, acceptables par tout le monde, des solutions justes, équitables. Très bien. Certaines formations politiques membres du FNDI avaient engagé récemment une réflexion autour de la constitution d'une fusion en un seul parti politique. Votre mouvement est-il tenté par cette fusion? J'en ai parlé dans la première partie de l'exposé. Cette initiative existe. Nous n'en sommes pas les initiateurs. Nous l'accompagnons. Nous en faisons partie. Si elle réussit, c'est bon. Nous sommes concernés par cela. Donc, dernièrement, Monsieur le Président, le Conseil des ministres a transformé le district de Nouakchott en 3 wilayas distincts. Qu'inspire une telle décision à l'ancien cadre administrateur que vous êtes? Je ne peux pas commenter cette décision parce que je ne sais pas quelles sont ses motivations. Je vois assez souvent des décisions qui sont prises comme ça, par humeur, par improvisation. Je crains qu'elles ne fassent partie de ces décisions. Mais s'il y a d'autres motivations, en tout cas, on ne les a pas expliquées et je ne les connais pas. Et donc, vraiment, je n'ai pas une opinion arrêtée sur cette question.
Donc, vous ne pensez pas qu'elle est positive, cette décision? Je ne sais pas si elle est positive ou si elle est négative. Je n'ai pas une opinion. Donc, vous n'avez pas discuté de ça? Non, on n'a pas discuté de ça. On n'a pas discuté de ça. Nouakchott est une grande ville. Écoutez, Il y a beaucoup de grandes où villes. l'insécurité. Il y a beaucoup de grandes villes qui sont gérées par un seul préfet, ou par un seul gouverneur, ou par un seul. Très bien. L'administration n'est jamais décentralisée dans les grandes villes, hein. Toujours sous une même tutelle. Maintenant, s'il y a besoin de la décentraliser, je ne sais pas. Je ne connais pas. Vous n'avez pas d'idée. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, on va passer à la seconde partie de notre débat et qui concernera l'économie. Tout d'abord, quelle analyse faites-vous, Monsieur Moussa Fall, de la situation économique qui prévaut actuellement en Mauritanie, de manière générale? D'une manière générale, la situation va commencer à être difficile. Nous avons vécu une période d'or, véritablement, avec énormément d'opportunités qui sont venues en même temps. C'était exceptionnel. Le prix du fer était très élevé. Le prix de l'or était très élevé et l'exploitation de l'or a commencé durant ces dernières années. Le pétrole aussi. Même le poisson, ses prix sont allés jusqu'à 14 000 $ la tonne. Et il y a eu, disons, la destination Mauritanie pour les pétroliers était une grande destination. Il y a eu énormément de sociétés pétrolières qui sont venues pour exploiter, pour justement faire des recherches pétrolières. Et il y avait une activité relativement intense. Et dans le domaine minier, il y avait le Taziast qui projetait de faire une extension qui allait lui permettre de passer à 200 000 onces par an, une production de 200 000 onces par an, production de 1 200 000 onces par an. Et naturellement, il y avait des projets au niveau de Zouarat dans le domaine du fer qui était intéressant. Maintenant, il y a un retournement réel de la situation qui est très pénalisant pour le pays. Les prix du fer ont beaucoup baissé, de près de 40%. Le pétrole, sa production a diminué et son prix aussi. Taziast, pour le moment, il met en veilleuse son programme de développement. Les sociétés pétrolières sont toutes parties, ont toutes arrêté leur recherche. Et la société Xstrata qui voulait exploiter le fer à travers la SNIM. Oui, elle a renoncé aussi. Pour le moment, elle a mis en veilleuse. Donc, on s'achemine vers une situation difficile parce que, en réalité, la Mauritanie, 97% de ses exportations, c'est ce dont je viens de parler. Le fer, l'or, le pétrole, le poisson. Et si ces secteurs connaissent des difficultés, la Mauritanie, naturellement, ne sera pas épargnée. Et donc, on entre dans une situation qui est relativement difficile sur le plan économique. Donc, que préconisez-vous en tant qu'économiste, connaisseur de la situation? Je ne suis pas au pouvoir, ce n'est pas à moi de préconiser quoi que ce soit. Je sais que c'est une situation difficile. Et la situation difficile demande naturellement une politique qui lui soit adaptée. Et je n'ai pas particulièrement réfléchi à cela parce que je ne suis pas dans la position qu'il faut. Dans la position qu'il faut, justement. Oui, notre économie est basée sur 5 types, comme vous venez de dire: la pêche, l'élevage, le minerai, le fer, le pétrole, l'agriculture, pour 3 millions d'habitants. Pourquoi sommes-nous classés parmi les pays pauvres? D'ailleurs, nous l'avons toujours été. Bon, nous sommes 3 700 000 habitants. Ouais. Nous avons maintenant, nous
sommes parmi les pays à revenu moyen et bas de gamme, comme on dit. En fait, jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, nos revenus étaient relativement limités parce qu'il n'y avait que essentiellement le fer et le poisson. L'or et le pétrole sont venus Plus tard. et le cuivre sont venus plus tard. Et durant les 4 à 5 dernières années, nous avions eu des occasions extraordinaires. Mais nous les avons mal investis. On aurait pu les investir pour justement créer les bases d'une économie nouvelle, solide, plus diversifiée, plus ouverte, plus compétitive. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Alors, parce qu'on a préféré orienter les ressources vers des investissements dont la productivité et la rentabilité n'est pas assurée. Et ces investissements ne préparent pas l'avenir. Par exemple, on parle beaucoup de la croissance du PIB, etc. Exactement. Détaillez-nous un peu exactement. Je vais vous détailler cela en relation avec ce que je viens de dire. Savez-vous que le PIB de la Mauritanie, il est créé par l'agriculture, les mines, le secteur minier, les administrations, pas l'efficacité de l'administration, mais les salaires des administrations. L'agriculture, c'est, bon, il est calculé en fonction de la pluviométrie, de l'observation des satellites sur les aménagements exploités, etc. C'est pas très rigoureux, mais enfin, c'est une méthode de calcul comme ça. Et donc, les administrations, les mines, l'agriculture, bâtiments, des bâtiments. Bâtiments, l'infrastructure. Oui. Alors, les mines, ce sont des ressources qui sont épuisables. C'est une richesse naturelle qui est donnée par le bon Dieu, qu'on exploite. Ouais. Mais tant qu'on l'exploite, ça crée de la richesse, des emplois, mais au bout du compte, ce n'est pas pérenne parce que c'est des économies non renouvelables. Oui, c'est ça. L'agriculture, elle est très dépendante de la pluviométrie. C'est relativement aléatoire. Les bâtiments, j'ai parlé tout à l'heure des terrains qui sont dans le stade, mais tous ces terrains-là, tous ces bâtiments-là qu'on est en train de construire, ils sont intégrés dans le calcul du PIB. Ah bon? Les buildings, les gratte-ciel qu'on est en train de construire dans la place des blocs, qui sont intégrés dans le calcul du PIB. L'aéroport de Nouakchott, qui ne finira peut-être jamais, il est intégré dans le calcul du PIB. Ces projets-là, est-ce qu'ils sont utiles pour l'économie? Est-ce qu'ils sont utiles pour le consommateur? Est-ce qu'ils sont utiles pour les citoyens lambda qui est à l'intérieur? Ils n'ont aucune utilité pour ce pays. Le building de la SNIM, en quoi il est utile pour la SNIM? Il est nocif pour la SNIM parce que il absorbe énormément de ressources qui auraient pu être mises, qui auraient pu être utilisées pour la recherche de la SNIM, pour le développement de la SNIM. Alors on aimait, alors que la SNIM, depuis son existence, alors que sa production n'a pas changé, il est toujours de 10 millions de tonnes par an, elle a des bureaux ici qui satisfont à ses besoins. Pourquoi créer pour le prestige des buildings dont l'utilisation est incertaine? Donc, notre PIB, il est fait par une économie qui est très fragile et il a permis, et les ressources ont permis de réaliser des investissements qui ne préparent pas l'avenir. Et donc, tout projet qui n'est pas rentable peut aujourd'hui augmenter notre PIB,
Mais demain, quand commencera son exploitation et qu'il fera des déficits, alors ce sera la récession. Parce que le PIB, c'est des valeurs ajoutées. Et quand il y a des déficits, il y a automatiquement une diminution du PIB. Donc, on est sur une fausse route. Les ressources, quand on les a, on doit les utiliser de manière rationnelle, de manière efficace, pour préparer le présent et pour aussi préparer l'avenir. Le présent, c'est l'amélioration des conditions de vie des masses, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la cohésion sociale dont nous venons de parler. Sur aucun de ces fronts, il n'a été réalisé quelque chose. L'économie n'a pas été diversifiée, c'est toujours les mêmes économies. Et c'est en train de se rétrécir parce que la conjoncture est en train de changer. La pauvreté, le taux de pauvreté n'a pas diminué, en tout cas pas sensiblement. La cohésion sociale, il y a ces mouvements extrémistes qui se développent. Et donc, nous avons des ressources qui sont mal utilisées aujourd'hui, qui se traduisent peut-être aujourd'hui par une augmentation du PIB, mais qui ne préparent pas l'avenir et qui demain se retourneront contre notre pays quand leur exploitation s'avérera déficitaire. Oui, mais quel est l'effet de cette croissance du PIB? Nous sommes à 6,8. Quel est son effet, son impact sur la population et sur le pays lui-même? Je vous ai dit que le PIB, il y a un grand économiste qui est d'ailleurs prix Nobel de la paix qui s'appelle Stiglitz, je crois qu'il est prix Nobel de la paix en 2001, qui dit que le PIB est trompeur. Il nous donne de fausses indications. Parce que ce qu'il y a derrière le PIB, il faut le savoir. Et ce que prépare le PIB, il faut le savoir. Qu'est-ce qui a créé ce PIB? Quelle est l'économie qui a généré ce PIB? Est-ce une bonne économie ou une mauvaise économie? Est-ce que ce PIB est généré par des projets qui vont créer une pérennité dans le développement économique et dans l'amélioration des conditions de vie des populations? La réponse à ces questions, c'est celle que je vous ai donnée. En tout cas, en ce qui concerne la Mauritanie, ce n'est pas le cas. Et de plus en plus, beaucoup de chercheurs d'ailleurs disent qu'il faut trouver d'autres indicateurs qui ne sont pas le PIB. Et effectivement, il y a énormément d'indicateurs qui sont développés aujourd'hui et qui sortent, comme l'indice de développement humain, qui calcule à la fois, disons, le développement économique, le développement social, l'alphabétisation, l'instruction, la répartition des biens, la pauvreté, etc., etc. Il calcule un grand nombre il y a un grand nombre de critères qui sont à la base du calcul de cet IDH qui est de plus en plus favorisé. Il y a d'autres indicateurs comme l'indicateur de bonne gouvernance, comme l'indicateur de la transparence en matière de bonne gestion, comme l'indicateur en matière de bonne gouvernance. Et je rappelle en passant que par rapport à tous ces indicateurs, la Mauritanie a fortement chuté de 2008 à aujourd'hui. Par rapport à l'ensemble de ces indicateurs, la Mauritanie a perdu énormément de points de 2008 à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui, Monsieur le Président, la Mauritanie est devenue producteur de pétrole début 2006. Ce gisement est entré en production en février 2006. Et le gouvernement à l'époque a tablé sur une production à terme de 100 000 barils par jour. Plusieurs autres gisements, Tiof, Banda, Tevel, ont été repérés. Pourquoi la Mauritanie n'a eu cet avenir comme exportateur alors que nos gisements sont estimés à 950 millions de barils jour, bien sûr du pétrole, et la qualité est plutôt bonne selon les... Mais où se situe le problème exactement? C'est un problème très technique. Je crois que les études initiales ont été réalisées sur la base de 300 000 mètres cubes jour, de moins barils jour. Aujourd'hui, on est à 6 000 barils jour. Donc, il paraît que le puits n'a pas été exploité de façon
correct, qu'il y a eu, disons, des erreurs techniques qui ont été réalisées. Et finalement, les sociétés se sont désintéressées. Woodside, qui était le premier exploitant, a vendu à une autre société. Et cette autre société a confié la gestion de ce puits à une autre. Et donc, Tevet et Tchof, finalement, on les a abandonnés pour le moment. Mais une autre conjoncture peut venir et naturellement, d'autres recherches peuvent aboutir à d'autres découvertes. C'est-à-dire, c'est toujours exploitable, c'est-à-dire. C'est puis... Pour le moment, non. Et puis, de toutes les façons, la conjoncture a beaucoup changé. Maintenant, le baril, il est en dessous de $80. Il vient de 100, 110. Ouais. Bien. Monsieur le Président, d'un autre côté, les ménages mauritaniens sont confrontés à une sorte de dérégulation du marché marquée par une flambée des prix de première nécessité. Qu'est-ce qui vous inspire ce commentaire? Bon, oui, ça m'inspire. D'abord, je voudrais un peu parler de... officiellement, on dit que l'inflation est à 3,5%, etc. Mais en fait, les conditions de vie sont difficiles. Et les prix, à 5, non? 3,5, ils disent la dernière. En tout cas, mission d'évaluation était à 3,5, mais elle projette d'aller vers les 4,5 pour 2014, je crois. 2014 ou 2015. 2015. 2015, 5, 8. Oui, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, donc les prix sont effectivement assez chers. Et tout le monde s'en plaint. Et pour faire face à cela, le pouvoir a décidé une augmentation des salaires, comme vous le savez, dans le cadre du nouveau budget. Et alors, cette augmentation, il faut la voir d'un peu plus près. Parce que cette augmentation de salaire va se traduire par une augmentation de la masse salariale de 10 milliards par an, desquels il faut naturellement retirer l'impôt sur les traitements et salaires. Peut-être de 2 milliards, 1,5 milliard, 2 milliards. Ça fait une augmentation réelle de 8 milliards. Alors, cette augmentation, elle est accompagnée de façon sournoise par une augmentation de la TVA qui va encore augmenter les prix. La TVA est passée de 14% à 16%. À 16%, oui. Ça fait 17 milliards. Alors, on donne à peu près 8 milliards pour récupérer 17 milliards d'un autre côté. Et de l'autre côté, vous avez constaté que le prix du pétrole a très fortement chuté. On est passé... Le fer aussi. Non, mais le pétrole maintenant. Le pétrole importé. Donc, la facture pétrolière va diminuer. On est passé de $110 la tonne à moins de $80 la tonne. Je crois que c'est vers les $70 la tonne. Et cette diminution devait être répercutée sur les prix à la pompe. Alors, ce différentiel n'est pas répercuté sur les prix à la pompe. On maintient les prix à la pompe au même niveau. Cela veut dire qu'il y a, disons, un fonds qui va être récupéré par l'État, par le Trésor, un fonds qui est estimé à peu près à 80 millions d'ouguiyas par jour. Ça fait à peu près 25 à 30 milliards d'ouguiyas qui seront récupérés, ce qui veut dire que les conditions de vie et les prix, non seulement ils ne vont pas diminuer, au niveau du pétrole ils ne vont pas diminuer, mais au niveau de l'ensemble des autres marchandises, elles vont augmenter par suite de l'augmentation de la TVA. Et ces augmentations, justement, ces ressources, elles viennent en compensation
des manques à gagner qui sont engendrés par la conjoncture économique. Les recettes venant du secteur minier vont diminuer, les dividendes de la SNIM vont baisser de 12 milliards. Au lieu d'être alimentés par, disons, des ressources économiques, le budget est maintenant sera alimenté par des ressources, disons, par une surtaxation dont le consommateur sera la victime. C'est nous qui payons l'augmentation de la TVA de 2% et c'est nous qui payons la non-répercussion de la diminution des prix du pétrole sur les prix à la pompe. C'est-à-dire que la cherté de la vie continue. Naturellement, on fait tout pour qu'elle le continue. Décidément. Perspective économique en Afrique. Les indicateurs économiques favorables, les chances d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD à l'horizon 2015 restent mitigés selon perspective économique en Afrique. Des progrès ont été enregistrés pour les cibles liées à l'éducation, mais beaucoup reste à faire pour la santé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce paragraphe? Bon, pour la santé en Mauritanie, l'objectif des OMD pour 2015, en passant, vous savez, il y a un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, cadre stratégique de lutte en CSLP, qui est fait toujours pour 4 ans, et qui aux 5 ans et qui doit être suivi, et qui doit être naturellement évalué chaque année. Ce cadre, c'est le cadre qui définit la stratégie économique du pays. Alors, ce cadre, il a été fait en Mauritanie, mais je crois qu'il a été mis dans les tiroirs. Tout ce qui est fait, ou l'essentiel de ce qui est fait parce que le président a visité telle ville, ou le président a visité telle école, il en fait 2 ou 3 nouvelles, il a visité tel dispensaire ou tel hôpital, il achète des équipements, etc., etc. Mais tout cela devait être fait dans un cadre réfléchi, dans un cadre, disons, préparé de façon plus rigoureuse. Alors, les objectifs, l'évaluation de ce cadre stratégique n'a été faite qu'en 2011. Depuis 2011, on l'a délaissé complètement. Pour ce CLSP, l'objectif pour la santé en particulier était de parvenir à un budget qui atteint les 8% du budget national. Aujourd'hui, en Mauritanie, le budget de la santé est de 18 milliards de guillemets à peu près, et il n'est qu'à 4%. Alors qu'au Sénégal, il est à 11%. Il y a 11% au Sénégal, nous, on est à 4%. Pourquoi cette différence, monsieur le Président? Parce que c'est une différence de politique. C'est une différence de stratégie, de politique de santé. Ici, on n'accorde pas toutes les ressources qu'il faut pour qu'on ait un système de santé performant et donc efficace. Au Sénégal, ils ont une politique de santé plus agressive et donc plus efficace, et cela d'ailleurs se voit assez souvent. Nous envoyons là-bas une bonne partie de nos malades. Bien entendu. Voilà, Monsieur le Président, je crois que comme signale que le temps imparti est terminé. Il ne me reste plus que remercier mes chers téléspectateurs, les téléspectateurs de l'Ouattania, mais aussi M. Moussa Fall, président du mouvement pour le changement démocratique, qui a bien voulu répondre à nos questions sans détour aucun. Merci, Monsieur le Président. Et merci bien et à la prochaine. Pourvu qu'elle ne soit pas très rapprochée.
Ok.